Le 22 novembre 1963, à Dallas, le ciel est clair, la foule est immense, et l'Amérique regarde son président comme on regarde un symbole vivant. John Fitzgerald Kennedy n'est pas seulement un homme politique. Pour beaucoup, il représente la jeunesse, l'élégance, l'avenir, une promesse que le pays veut encore croire possible. Il sourit, il salue, il avance dans une voiture ouverte, au milieu d'une ville qui semble l'accueillir comme une star. Et pourtant, dans quelques minutes, ce sourire va devenir l'une des images les plus tragiques du XXe siècle. Ce jour-là, personne dans la foule ne voit encore l'histoire arriver. Les gens sont venus avec des appareils photos, des pancartes, des enfants sur les épaules. Certains veulent simplement apercevoir le président. D'autres veulent voir Jackie Kennedy, avec son tailleur rose devenu depuis un symbole impossible à oublier. La scène a presque quelque chose de normal. Une visite présidentielle, des mains tendues, des voitures qui roulent lentement, des agents de sécurité, du soleil sur les vitres. Rien ne ressemble encore à une catastrophe. Et c'est précisément ce qui rend ces dernières minutes si fortes. Elles commencent comme une journée ordinaire. Mais Dallas n'est pas une ville neutre pour Kennedy. Le climat politique est tendu. L'Amérique du début des années 1960 est un pays nerveux, divisé, traversé par la peur du communisme, les tensions raciales, la guerre froide, les débats sur les droits civiques et une violence politique qui n'est jamais très loin. Kennedy est admiré, mais il est aussi détesté. Pour certains, il est trop jeune, trop fragile, trop proche du changement. Pour d'autres, il va trop lentement, il ne change pas assez vite le pays. Dans cette atmosphère, chaque déplacement public devient une scène à double visage. D'un côté, la mise en scène du pouvoir, de l'autre, une fragilité que personne ne veut vraiment regarder. Kennedy arrive au Texas pour une raison politique très simple. Il doit rassembler. L'élection suivante approche. Les divisions dans son propre camp existent. Et le Texas compte. Il faut montrer un président présent, confiant, populaire. La veille, il est déjà dans l'État. Il serre des mains, prononce des discours, dort peu, enchaîne les rendez-vous. Le matin du 22 novembre, à Fort Worth, il apparaît encore détendu. Il parle devant un public, plaisante, remercie les gens venus le voir malgré la pluie du matin. On voit un président professionnel, habitué aux caméras, mais aussi un homme fatigué, pris dans une machine politique qui ne s'arrête jamais. Quand l'avion présidentiel arrive à Dallas Love Field, l'ambiance change. Le couple présidentiel descend les marches et la foule se met à applaudir. Kennedy aurait pu rester à distance, suivre le protocole, gagner du temps. Mais il s'approche des barrières. Il serre des mains. Jackie, elle aussi, va vers les gens. Cette proximité fait partie de l'image du couple. Ils ne veulent pas seulement être vus comme des dirigeants enfermés dans un palais. Ils veulent être proches, modernes, accessibles. Et à cet instant, cette proximité paraît belle. Rétrospectivement, elle semble presque douloureuse. Le cortège quitte l'aéroport et traverse Dallas. La limousine présidentielle est ouverte. Ce détail paraît aujourd'hui étrange, presque impossible à accepter. Mais à l'époque, l'image compte énormément. Un président qui se montre au peuple, sans toit, sans mur, sans distance visible. Les rues sont remplies. Des employés sortent des bureaux, des familles attendent sur les trottoirs, des curieux se penchent aux fenêtres. Le cortège roule lentement, comme si la ville entière voulait avoir le temps de fixer ce moment dans sa mémoire. Kennedy sourit. Jackie est assise à côté de lui. Le gouverneur du Texas, John Connally, est devant eux avec son épouse. Tout semble contrôlé. Et pourtant, ce trajet n'est pas seulement une promenade. C'est un itinéraire précis, préparé, publié, attendu. La destination est le Trade Mart,
où Kennedy doit prononcer un discours. Il ne lira jamais ce discours devant le public qui l'attend. Cette idée donne à toute la scène une force étrange. Quelque part, des gens préparent encore des tables, des micros, des chaises, sans savoir que le président n'arrivera jamais. L'histoire, parfois, ne prévient pas. Elle coupe une phrase avant qu'elle soit prononcée. À mesure que le cortège avance, l'ambiance reste presque joyeuse. Il y a des sourires, des signes de la main, des regards levés. Mais dans un récit comme celui-ci, le spectateur sait quelque chose que les gens présents ne savent pas encore. Chaque seconde semble alors peser davantage. Une voiture tourne, une rue approche. Le décor devient plus reconnaissable. Des bâtiments, une place, une route qui descend légèrement, une foule encore compacte. Le nom de Dealey Plaza va bientôt entrer dans la mémoire du monde. Il est environ 12h30 quand la limousine présidentielle arrive dans cette zone de Dallas. En quelques secondes, tout bascule. Des coups de feu retentissent. Au début, beaucoup ne comprennent pas. Certains pensent à un pétard, d'autres à un bruit mécanique. Dans la voiture, la confusion est immédiate. Dans la foule, les visages changent, les sourires disparaissent. Des gens se couchent, d'autres courent, d'autres restent figés parce que le cerveau refuse parfois de comprendre ce qu'il vient d'entendre. Le cortège, lui, n'est plus une parade. Il devient une fuite. Ce moment est resté dans l'histoire parce qu'il a été filmé, photographié, raconté, analysé sans fin. Mais derrière toutes les images, il y a une réalité plus simple et plus brutale. En quelques secondes, l'homme le plus puissant des États-Unis redevient un corps vulnérable dans une voiture. Le costume, le titre, le pouvoir, les discours, les drapeaux, tout s'efface devant la panique. C'est peut-être cela qui choque autant. Kennedy était devenu un mythe vivant. À Dealey Plaza, le mythe s'effondre sous les yeux de tous. La limousine fonce vers l'hôpital Parkland. Le trajet qui devait mener à un discours devient une course contre le temps. Dans la voiture, plus personne ne pense à la politique, à l'élection, aux applaudissements. Il n'y a plus de stratégie, plus de mise en scène, seulement l'urgence. À l'hôpital, les médecins comprennent très vite la gravité de la situation. Ils tentent ce qu'ils peuvent tenter. Des agents, des proches, des responsables attendent. Les couloirs se remplissent d'une tension impossible. À l'extérieur, les journalistes cherchent des informations, mais les mots n'arrivent pas encore. Le pays est suspendu à une porte fermée. À 13h, John F. Kennedy est déclaré mort. La phrase est courte, presque froide, mais elle va traverser l'Amérique comme une onde de choc. Dans les écoles, dans les bureaux, dans les maisons, les gens apprennent la nouvelle par la radio ou la télévision. Beaucoup se souviendront toute leur vie de l'endroit où ils étaient à ce moment-là. Ce n'est pas seulement la mort d'un président. C'est l'impression qu'une époque vient de se fissurer. Le visage jeune de Kennedy, ses discours sur l'avenir, l'image d'un pays en mouvement, tout cela se retrouve soudain enfermé dans le passé. Pendant que l'Amérique essaie de comprendre, le pouvoir doit continuer. C'est l'une des réalités les plus dures de l'histoire. Même au milieu du choc, l'État ne peut pas s'arrêter. Lyndon B. Johnson, vice-président quelques heures plus tôt, doit devenir président. À bord d'Air Force One, dans une atmosphère lourde et presque irréelle, il prête serment. Jackie Kennedy est là, encore dans les vêtements de cette journée. La photographie de cette scène est devenue l'une des images les plus fortes de la transition du pouvoir américain. Un nouveau président, un ancien président mort, une veuve debout, et un pays qui change de main dans le silence. Pendant ce temps, la police cherche le suspect. Lee Harvey Oswald est arrêté le même jour. Il nie être responsable. Très vite, son nom devient inséparable de celui de Kennedy. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 jours plus tard, Oswald est tué à son tour, en direct devant les caméras, avant d'avoir été jugé. Ce nouveau choc ouvre une porte qui ne se refermera jamais complètement. Soupçons, théories,
Doute, enquête, contre-enquête. Même si la version officielle désigne Oswald comme l'assassin, une partie du public ne cessera jamais de penser que quelque chose manque, que la vérité complète est ailleurs. Mais pour comprendre la force de cette histoire, il ne faut pas seulement regarder les débats, il faut revenir à la journée elle-même. À ce matin où Kennedy souriait encore. À cette foule qui voulait seulement voir passer un président. À cette voiture ouverte qui avançait lentement sous le soleil. À ce discours qui n'a jamais été prononcé. À cette ville qui, en quelques minutes, est passée de l'accueil à la panique. L'événement est immense, parce qu'il mélange deux choses opposées. La grandeur officielle et la fragilité humaine. John F. Kennedy avait 46 ans. Il était jeune pour un président, jeune pour mourir, jeune pour devenir une légende figée. Sa présidence n'a pas été parfaite. Son époque était pleine de contradictions. Et son image a parfois été plus brillante que la réalité. Mais sa mort a créé un avant et un après. Avant Dallas, il y avait encore l'idée d'une Amérique sûre d'elle-même, capable de se raconter comme une promesse. Après Dallas, le doute devient plus fort. Les caméras montrent que même le pouvoir peut être atteint. La télévision transforme la tragédie en expérience collective. Et la confiance, elle, ne revient jamais exactement comme avant. C'est pour cela que les dernières minutes de Kennedy fascinent encore. Parce qu'elles ne racontent pas seulement la fin d'un homme, elles racontent la seconde où une image se brise. Un président arrive dans une ville, sourit à la foule, pense à son prochain discours, joue son rôle jusqu'au bout. Puis, soudain, l'histoire arrache le masque du pouvoir. Il ne reste plus un symbole, ni une affiche, ni une légende politique. Il reste un homme, une femme à ses côtés, une voiture qui accélère, des témoins sous le choc, et un pays qui comprend qu'il vient de perdre quelque chose qu'il ne pourra jamais vraiment nommer. La dernière journée de John F. Kennedy n'est donc pas seulement un chapitre d'histoire américaine. C'est une scène presque cinématographique, mais réelle. Un matin lumineux, une foule heureuse, un trajet officiel, quelques secondes de chaos, un hôpital, une annonce, puis un silence national. Et au centre de tout cela, un homme qui, quelques minutes plus tôt, souriait encore. Voilà pourquoi cette histoire continue de vivre. Pas parce qu'elle est mystérieuse seulement. Pas parce qu'elle est politique seulement. Mais parce qu'elle montre avec une violence froide à quel point la frontière entre la légende et la fin peut être mince.